Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Quelle journée pour les Bleus. Les athlètes français médaillés à Barcelone ont été conviés à déjeuner à l'Elysée avec le président de la République. Puis bain de foule sur les Champs-Élysées, l'athlétisme en vedette comme rarement. Le gouvernement persiste et signe après 4 jours de critiques sur les positions sécuritaires de Nicolas Sarkozy pour lutter contre la délinquance. Éric Besson estime qu'il n'y a aucun obstacle institutionnel à faire voter des amendements, notamment en ce qui concerne la déchéance de nationalité. Ces tarifs augmentent traditionnellement au mois d'août. 2010 n'échappe pas à la règle. L'électricité va grimper en France de 3% pour les particuliers et jusqu'à 5,5% pour les entreprises. Conduire peut-il rendre fou? Les altercations entre automobilistes sont fréquentes et peuvent provoquer des accidents. Nous verrons pourquoi la conduite génère des réactions psychologiques particulières. Le président pakistanais en visite en France où il a rencontré les autorités. Le Pakistan allié capital mais aussi extrêmement fragile. Nous verrons pourquoi les relations avec ce pays restent toujours aussi complexes. Enfin, surpêche, pollution, bétonnage, nous verrons aussi pourquoi la Méditerranée est en danger. Mais d'abord, c'est énorme. Les médaillés français des championnats d'Europe d'athlétisme n'ont pas boudé leur plaisir. Reçus à l'Elysée, ils ont offert un maillot dédicacé à Nicolas Sarkozy, puis déjeuné avec le président avant une grande séance de dédicaces sur les Champs-Élysées. Audrey Richier, Christophe Vignal. Les yeux écarquillés, le sourire des grands jours. Sur le parvis de l'Elysée, les athlètes français rayonnent. Une réception rien que pour eux, à l'invitation de Nicolas Sarkozy. Je suis honoré d'être ici. Pour moi, c'est quelque chose d'assez énorme et j'ai passé un très bon moment. De toute ma carrière, je crois que c'est la première fois qu'on a été aussi bien accueillis parce qu'il y avait vraiment cet esprit d'équipe qui a été mis en valeur. 18 médailles pour l'athlétisme français au championnat d'Europe, mais autour du buffet, il ne fut pas question que de sport. On a parlé vraiment de sujets très larges. On a parlé de la jungle de Calais, on a pu parler aussi de sujets un peu plus sensibles comme les banlieues, etc. Mais c'est vrai que c'était en toute simplicité. Une journée marathon pour les athlètes, presque un comble. Après le déjeuner, direction les Champs-Élysées. Christophe Lemaître, le nouveau roi du sprint européen, s'offre un joyeux bain de foule, tandis que les filles du relais enchaînent photos et autographes. En enfance, tu fais quoi toi comme discipline? Triathlon, c'est dur ça. En les voyant courir, ça m'a redonné l'envie de faire de l'athlétisme, donc voilà. C'est vraiment impressionnant, on s'attendait vraiment pas à tout ce monde, mais c'est sympa, c'est fun. Les sportifs souriants, disponibles, tout simplement heureux d'être là. Le public français en avait bien besoin et ne boude pas son plaisir. On a tous vibré devant la télé, devant leur performance, alors je suis venu aujourd'hui. On les sent beaucoup plus humains, beaucoup plus près de nous que l'équipe qui a joué la Coupe du Monde il y a quelques semaines en fait. À grands pas, les médaillés français rejoignent ensuite un bus à Impérial, comme les champions du monde de football. Et ce sont les anciens qui chauffent l'ambiance. Un petit tour d'honneur sur les Champs-Élysées. Peu habitués, les athlètes en prennent plein les yeux et les badauds s'invitent à la fête. Juste énormément d'émotions, certainement quelque chose que je ne revivrai jamais dans ma vie parce que ce qui se passe là, c'est quand même assez énorme. Une journée inoubliable pour ces sportifs encore anonymes il y a une semaine. Aujourd'hui, les regards se tournent vers eux et ils l'ont bien mérité. Tous ceux qui nous soutiennent. Et parmi les invités de l'Elysée, vous l'avez vu, Myriam Soumaré, triple médaillée au championnat d'Europe de Barcelone. La sprinteuse de Villiers-le-Bel a retrouvé sa famille, ses amis et les camarades de son club. Là-bas, on est fiers d'honorer une championne à qui même le président de la République demande des cours de danse. Fanny Stenler, David Fossard. La danse d'une jeune fille qui réalise son rêve. Un jeu qu'elle a voulu gagner à tout prix. Myriam Soumaré, 23 ans, auréolée d'or, d'argent et de bronze. 3 médailles qu'elle va pouvoir ajouter à celles qu'elle collectionne depuis ses 18 ans. L'âge où elle a commencé à s'entraîner chez elle à Villiers-le-Bel. Pourtant, à ses débuts, rien n'était tracé. Je faisais pas de sport, je traînais toute la journée avec mes copines. Ça m'intéressait pas du tout en fait de faire du sport parce que j'avais pas l'intérêt de souffrir. Elle est comme ça, Myriam Soumaré, spontanée et d'une humilité à toute épreuve. Même sa famille a encore du mal à réaliser qu'il y a une championne à la maison. C'est vrai que c'est quelqu'un de très humble et de très discrète, donc des fois elle va à l'étranger, elle nous dit rien, elle dit bon ben voilà je vais voyager, je vais pour courir et on la voit à la télé 2 minutes, on la voit à la télé un jour après, on se rend compte qu'elle est partie faire un grand truc après, elle dit jamais rien, pour elle c'est normal. Et c'est nous en fait, même à la victoire là, elle s'y attendait pas du tout, tout le monde y croit par elle.
La réussite de Myriam Soumaré va au-delà du sport. À Villiers-le-Bel, dans le quartier où elle a grandi, elle est devenue un exemple pour beaucoup. Pour une fois, il y a une jeune du quartier qui réussit, tout le monde est content, on est satisfait. C'est une joie pour nous, même si on n'a pas pu aller à Barcelone. Ça va inspirer d'autres personnes, d'autres jeunes, ça va donner encore d'autres idées. Peut-être ça ne va pas régler toutes les problématiques de Villiers-le-Bel, mais c'est un espoir. Pour autant, la jeune athlète ne veut pas devenir une icône de la banlieue. Simplement une sportive avec ce dicton, quand on veut, on peut. Plus 3% pour les particuliers. Les tarifs de l'électricité seront révisés à la hausse le 15 août prochain. Même chose pour les entreprises, jusqu'à 5,5% d'augmentation. Certes, les prix français de l'électricité sont parmi les plus bas d'Europe, mais ce n'est pas forcément une consolation pour les 94% de consommateurs actuellement soumis aux tarifs réglementés d'EDF. Les explications de Julien Dupéret. La torpeur de l'été n'aura pas suffi à endormir le prix de l'électricité. Dès le 15 août, hausse générale des tarifs. Plus 3% pour les particuliers, plus 4 à 5,5% pour les entreprises. Raison avancée par EDF, financer les investissements du groupe, notamment afin d'améliorer l'acheminement de l'électricité jusqu'aux clients. Un transport coûteux, la moitié de la facture électrique. L'énergie qui pèse de plus en plus sur le budget des Français. En juillet, le prix du gaz était lui aussi reparti à la hausse. Une hausse de 15% depuis début 2010. Du coup, une aide supplémentaire pourrait être accordée aux ménages qui bénéficient des tarifs de première nécessité. Des tarifs à bas prix pour 3 400 000 clients actuellement. Dernier conseil des ministres avant les vacances et une rentrée certainement chargée et vraisemblablement tendue entre réformes, notamment celle des retraites, et menaces d'être écartés du gouvernement. Le remaniement est annoncé pour octobre. Les ministres comptent sur la trêve estivale pour se ressourcer. Rigueur oblige, les destinations sont pour la plupart hexagonale. Éric Besson, lui, part en vacances sur des déclarations fermes quant aux mesures souhaitées par Nicolas Sarkozy pour lutter contre la délinquance. Des mesures anticonstitutionnelles, qu'à cela ne tienne, pour pouvoir mettre en œuvre, par exemple, la déchéance de la nationalité pour certains délinquants. Nul besoin de toucher à la Constitution. Le ministre de l'Immigration déposera des amendements gouvernementaux. Hélène Hugues, Bruno Giraudon. Juste avant de partir en vacances pour 3 semaines, Éric Besson enfonce le clou. Il promet de traduire dès septembre dans la loi les mesures de déchéance de nationalité annoncées par Nicolas Sarkozy. Selon lui, nul besoin de changer la Constitution, quoi qu'en disent tous les spécialistes du droit. Les choses sont simples, il n'y a pas besoin de changer la Constitution, il n'y a pas besoin de pousser des cris d'orfraie. Tout ce que je viens de dire existe déjà en principe dans le droit français. La déchéance d'une part, le décret d'opposition pour l'acquisition de la nationalité française. 2 amendements seront donc ajoutés au projet de loi sur l'immigration présenté fin septembre au Parlement. Pour le Front National, le gouvernement chasse sur ces terres. Vous savez que cette proposition est dans le programme du Front National depuis de très nombreuses années, mais les Français ont bien compris maintenant depuis 2007, Nicolas Sarkozy chante en playback. Dans ces conditions-là, il y a déjà une première chose à faire, c'est d'arrêter de distribuer la nationalité française à tour de bras et d'arrêter de transformer les préfectures en usines à fabriquer des Français de papier, ce qui est le cas actuellement. Pour les socialistes, ces annonces sur la sécurité ne sont qu'un écran de fumée. Derrière la dureté des mots et la dérive des propositions, il y a la volonté de masquer l'échec d'une politique en matière de sécurité. L'offensive sécuritaire du gouvernement devrait marquer une pause pendant la trêve estivale. Elle reprendra à coup sûr à la rentrée. Eux non plus n'ont pas l'intention de céder. 280 caravanes de gens du voyage se sont installées dimanche matin à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. L'association La Vie du Voyage a l'intention de rester 15 jours dans un stade qui ne lui était pas dévolu. Mallory Aounou, Zidane Berkous. Calme, ordre et propreté. Sur la droite, c'est la benne pour mettre les ordures ménagères, qu'on va payer à nos frais. Il veille à ce que la tenue du camp soit irréprochable. Tous ces véhicules que vous voyez là servent à aller travailler. Pour faire les marchés, les foires expositions, des choses comme ça. Mais vous voyez qu'ils sont ici, pour pas abîmer la pelouse. Peut-être pour faire oublier la manière dont ils sont entrés. Dimanche soir, cette communauté de gens du voyage a détruit le portail de ce stade d'Anglette pour s'y installer. 274 caravanes, soit près de 1500 personnes sur cette pelouse, qui estiment n'avoir pas eu le choix. Voilà, c'est qu'elles peuvent commander, voyez-vous, qu'on envoie, pour pouvoir s'installer. On écrit partout, mais c'est toujours non.
Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme si qu'on vous disait, écoutez, on veut bien que vous viviez, il n'y a pas de souci, seulement ne respirez pas, faites pas comme les autres. Cette année, Anglet respecte pourtant ses obligations légales et propose cette aire de grand passage. 2 hectares dans la zone portuaire, 180 places. Difficile d'accueillir plus de monde selon le maire qui déplore l'occupation illicite de son stade. Il faut faire attention. Tout le monde doit être raisonnable et tout le monde doit comprendre que dans le climat actuel, aucune provocation n'est bonne à prendre. Effectivement, les relations avec certains riverains se sont tendues. Ils vous disent quoi? Je peux vraiment le dire? Oui. On va tous vous brûler, des choses comme ça. Retournez d'où vous venez, vous n'avez rien à faire ici. Voilà, des choses comme ça. Et vous venez d'où? Bah de partout, de France. Ces commerçants souhaitent rester 15 jours pour mener à bien leurs affaires. Mais outre la plainte de la mairie pour dégradation, la préfecture les met en demeure de quitter les lieux sous 24 heures. L'épineuse question du stationnement des itinérants reste entière. Mortel accident sur la route des vacances la nuit dernière. Le pneu d'un poids lourd aurait éclaté. Le chauffeur aurait alors perdu le contrôle du véhicule, traversé le terre-plein central et percuté 4 voitures en sens inverse. Bilan 4 morts, dont 2 enfants. Et puis c'est au cours d'une altercation avec un couple d'automobilistes qu'un jeune homme a été violemment percuté par une autre voiture. C'était pendant le week-end. Il est heureusement sorti du coma hier. Des comportements qui dénotent sinon une psychologie, un état psychologique particulier de certains automobilistes. Alors le volant rend-il fou? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Franck Genozo et Valérie Lucas avec notre bureau à Rennes. Tout commence par un banal appel de phare dans la nuit de dimanche à lundi. Le conducteur d'une Citroën proteste après la queue de poisson que vient de lui infliger une puissante berline. Celle-ci va alors l'obliger à se ranger sur le côté. 4 hommes en descendent. Le conducteur de la Citroën panique, démarre et renverse un des hommes qui est ensuite percuté par une voiture lancée sur la route. Transporté à l'hôpital dans le coma, il est aujourd'hui hors de danger. Mais après le décès d'un conducteur battu à mort en juin sur l'A13, c'est le deuxième fait divers tragique sur la route en moins de 2 mois. Les Français sont les champions européens de l'agressivité au volant comme au guidon. Klaxon, queue de poisson ou encore gestes obscènes. Mais désormais, certains automobilistes n'hésitent pas à aller beaucoup plus loin. Et au feu rouge, chacun a une histoire à raconter. Il y en a un qui est sorti de la voiture, l'autre qui est sorti, puis bagarre. Les gens descendent et viennent vous chercher jusque dans votre voiture, quoi. Il m'a cassé ça, il m'a craché sur les vitres. Il y en a toujours un des deux qui cède, donc c'est toujours moi. J'essaye d'être le plus cool possible. Comme ça, on en vient jusqu'au meurtre pratiquement. Moi, les gens qui klaxonnent, j'arrête, je coupe le contact, je descends de la voiture. Parce que j'aime pas les gens qui klaxonnent. Et voilà, et après, donc... ça va un peu plus loin. Un automobiliste français sur 5 avoue être agressif au volant. C'est 2 fois plus que chez nos voisins européens et ça ne date pas d'hier. À peine assis au volant, regardez-vous. Vous n'êtes déjà plus le même. Vous démarrez sans vous occuper des autres et l'autre vous l'envoyez dans le décor. Vous aviez tort, vous le savez, alors vous êtes grossier. Mais aujourd'hui, la grossièreté s'accompagne de violence, car la voiture est de plus en plus considérée comme un espace d'intimité à défendre des agressions. D'abord, on se sent protégé par cette carapace. Ensuite, parce qu'en effet, sans aucun doute, tous autant que nous sommes, nous souhaitons être arrivés avant d'être partis. Les conducteurs qui roulent le plus vite seraient d'ailleurs les plus violents, mais difficile d'établir le profil type de l'automobiliste agressif. Le portrait robot du conducteur violent sur la route, bien sûr c'est plutôt les hommes que les femmes, mais malheureusement le portrait robot c'est que ça peut être un peu monsieur tout le monde. C'est que les grands délinquants de la route ne sont pas forcément des grands délinquants dans la société. Un phénomène bien connu aux États-Unis. Là-bas, on appelle cela la road rage, la fureur de la route. Et si la France a choisi l'option toujours plus de radars pour inciter les automobilistes à lever le pied, les flashs anglais sont en passe de cesser de crépiter avec un budget réduit de 40% et des résultats finalement peu probants en termes de sécurité routière. Les radars automatiques commencent à disparaître en Angleterre. Reportage de nos envoyés spéciaux Karim Komadzi, Stéphane Guillemot. L'Angleterre qui met ses radars au placard, voilà une décision surprenante dans un pays qui en matière de prévention routière nous avait plutôt habitués à ça. Des campagnes publicitaires choc pour rappeler que 2200 personnes sont mortes sur les routes anglaises l'an passé.
La crise économique est passée par là. Le gouvernement a réduit de 40% le budget sécurité routière alloué à chaque comté. Et du coup, dans le comté d'Oxford, ce sont les 72 radars qui en font les frais. Car un boîtier génère un peu plus de 6 000 € de frais de fonctionnement. À chaque flash du radar, il y a une procédure administrative qui est indispensable au traitement de l'infraction. Trop cher et pas assez rentable pour le gouvernement, les radars auraient toutefois permis en moyenne de sauver une centaine de vies par an et d'éviter un tiers des accidents corporels. Si ces radars-là ne vont pas inciter les automobilistes à respecter les limites de vitesse, qui va le faire? Le nombre d'accidents va augmenter. Dans le comté voisin, on a trouvé une alternative très économique au radar. Un simple signal lumineux qui incite le conducteur à ralentir. Une habitante dont le fils a été tué par un chauffard ne décolère pas. C'est une manière de dire à tout le monde, venez rouler vite à Swindon, vous ne serez pas poursuivis. 18 ans après leur première mise en service, ces petites boîtes jaunes vont bientôt disparaître des routes anglaises. En effet, 14 autres comtés envisagent de neutraliser leur radar cette année. Le geste fou d'un homme aux États-Unis. 9 personnes sont mortes dans une fusillade dans le Connecticut. Le tireur a tué 8 personnes dans une entreprise de distribution d'alcool avant de retourner l'arme contre lui. La canicule sans précédent qui touche la Russie depuis un mois persiste. Les températures vont frôler les 40 degrés toute la semaine. Aucune précipitation à l'horizon. Les dizaines de milliers de pompiers et militaires mobilisés peinent à maîtriser les feux de forêt qui se propagent sur plus de 170 000 hectares et qui ont déjà coûté la vie à 40 personnes. Dorothée Oliéric et Sergueï Rochkov sont nos envoyés spéciaux. Les feux se propagent et rien ne semble pouvoir les arrêter. En 24 heures, plus de 300 nouveaux foyers ont ravagé les forêts russes. Bien sûr, des dizaines d'incendies sont maîtrisés, mais ils renaissent parfois un peu plus loin, laissant les combattants du feu souvent désespérés. Nous sommes ici à 70 km à l'est de Moscou. Depuis 3 jours, ils arrosent la terre encore brûlante pour éviter une reprise des feux sur ces tourbières. L'incendie a été stoppé aux portes des datchas, ces petites maisons de bois où les Russes aiment passer leur week-end. Les pompiers nous ont sauvés des flammes et maintenant nous on patrouille en permanence pour traquer le retour éventuel du feu. Le matériel est vétuste. Le QG des pompiers déployé ici est sommaire. Les sauveteurs épuisés sont des hommes qui aiment la forêt et ils sont en colère. Il est strictement interdit de faire du feu, de jeter des mégots, des allumettes, des briquets, des bouteilles qui font effet de loupe et provoquent des incendies. La forêt n'est pas une poubelle. Les habitants de ce petit village l'ont échappé belle. Ils ont sauvé leurs petits lopins de terre et leurs datchas. Et en direct de Moscou, on retrouve notre envoyé spécial. Bonsoir Dorothée Oliéric. Alors, après un mois de canicule, comment les gens s'accommodent-ils de cette situation ? Écoutez, ils ont beaucoup de mal parce que 40 degrés pour un Russe, c'est très difficile. Ils n'ont pas connu de telles températures depuis 1936. Donc pour eux, c'est la canicule du siècle. Alors ils ont du mal à respirer, ils suffoquent. D'autant plus qu'il y a des fumées, que l'air est pollué. Et à cause des feux de tourbe qui font rage dans la banlieue de Moscou, l'air effectivement est irrespirable. D'ailleurs, en avion, quand on arrive sur Moscou, on voit cet immense nuage de fumée. Et néanmoins, il n'y a pas de perturbation du trafic aérien. Alors que fait-on à Moscou? Eh bien, on se baigne là où on peut, même si c'est interdit. On se baigne dans les fontaines, dans les réservoirs d'eau, dans les étangs. En revanche, ça provoque un taux record de noyades, puisque 71 personnes ont été retrouvées noyées à cause du cocktail explosif entre la canicule et l'alcool. Alors, pour ceux qui travaillent, eh bien, les entreprises lâchent du lest. On a le droit de tomber la veste et de tomber la cravate. Pour les personnes âgées et pour les enfants, ils ont consigne de rester à la maison. Et cette canicule ne montre pour l'instant aucun signe de faiblesse. Il devrait même faire plus de 40 degrés d'ici la fin de la semaine à Moscou. Merci Dorothée Oliéric en direct de Moscou donc pour ces précisions. Et à propos de dérèglement climatique, l'Asie fait face aux inondations les plus meurtrières depuis 20 ans. Depuis plus d'un mois, la Chine est touchée par des intempéries d'une extrême violence. Plus de 500 morts, des centaines de milliers de personnes privées d'eau potable. Même chose en Inde où la mousson commence à faire des morts. Enfin, le Pakistan fait face aux pires inondations en un siècle. Plus de 3 millions de sinistrés et des épidémies qui commencent à se propager. Nicolas Lemarinier, Mathieu Régnier. Du village qui existait ici au nord du Pakistan, il ne reste plus rien aujourd'hui. Des dizaines d'habitants disparus, des maisons emportées par le courant, les quelques rescapés ont tout perdu.
On n'avait pas réalisé que ça pouvait être aussi violent. Nos récoltes sont détruites, tout ce qu'on avait est perdu. On a fui avec le peu qu'on pouvait sauver. Le Pakistan connaît ses pires inondations depuis 80 ans à cause de la mousson. 3 millions de personnes sont touchées, on compte déjà 1200 morts. Les centres de secours sont débordés. La mousson est provoquée par les courants d'air chaud venus de l'océan Indien. Ils remontent vers le nord du pays. Les 3 plus grandes villes, Swat, Peshawar et Shangla, sont coupées du monde. En pénétrant dans les terres, l'air chaud et humide prend de l'altitude et se refroidit le long des pentes de l'Himalaya. Même cause, même conséquence en Thaïlande. Une large zone du pays a les pieds dans l'eau, jusqu'à 1 mètre de hauteur. Les autorités invitent d'ores et déjà certains villageois à évacuer leurs maisons. En Inde, les courants d'air chaud suivent le même parcours. Sur la ligne où les intempéries sont les plus fortes se trouve l'état du Gujarat. Ici, 200 morts en quelques jours. Les habitants sont livrés à leur sort. Ici, la situation est vraiment menaçante. Nous avons alerté les autorités, mais personne n'est encore venu. Crues exceptionnelles en Inde, en Chine, canicules et incendies en Russie, 2 extrêmes qui seraient les avant-signes d'un dérèglement climatique. Dans les projections climatiques, on s'attend à des précipitations de mousson plus violentes. On s'attend également à des régimes de canicules prononcés dans les territoires de l'hémisphère nord, comme la Russie. Voilà matière à réfléchir pour les participants au sommet de Bonn qui planchent toute la semaine sur les conséquences des changements climatiques. Si la tension entre Israël et le Liban est permanente, elle a une nouvelle fois tourné à l'affrontement à la frontière entre les 2 pays. Israël tient l'armée libanaise responsable des heurts où un journaliste et 2 soldats libanais ainsi qu'un gradé israélien ont trouvé la mort. De son côté, le Hamas palestinien dénonce l'agression israélienne. Bonsoir Léa Salamé, vous êtes en direct de Beyrouth. Ce sont les pires violences perpétrées à la frontière depuis 2006, c'est le conflit entre Israël et le Hezbollah chiite. Est-ce qu'on doit craindre une escalade ? On ne sait pas, on ne peut pas encore répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que tout a commencé, Marie, autour d'un arbre et que ce soir, les 2 parties sont furieuses et se renvoient la balle. Une patrouille de l'armée israélienne voulait installer ce matin des caméras de surveillance à la frontière avec le Liban. Les soldats israéliens sont alors gênés par un arbre et ils décident de l'arracher. Mais côté libanais, on ne voit pas les choses de la même manière. On estime qu'il y a intrusion sur le territoire libanais et que l'arbre se trouve au Liban. La riposte de l'armée libanaise est alors très vigoureuse. Les Libanais tirent, les Israéliens ripostent et bombardent le QG de l'armée libanaise au sud Liban. Bilan donc, vous le disiez, 5 morts, 4 côté libanais dont un journaliste et 1 côté israélien. Alors le Conseil de sécurité de l'ONU estime que l'affaire est suffisamment grave pour convoquer ce soir à huis clos et en urgence une réunion à New York. Mais une chose est à noter et elle est importante. Le Hezbollah, une fois n'est pas coutume, s'est mis en retrait. Le Parti de Dieu n'a pas exploité l'incident avec Israël, en tout cas pas pour l'instant. Les mots du leader Hassan Nasrallah sont plutôt mesurés, ce qui a permis à la tension de baisser quelque peu, même si la situation reste tout à fait inflammable et très fébrile ici au Liban. Et encore une petite précision, Marie, sachez que l'arbre de la discorde est toujours debout ce soir. Merci Léa Salamé en direct de Beyrouth au Liban. Merci pour ces précisions. Ce sont des relations que l'on peut qualifier de complexes entre les 2 pays. Le président pakistanais effectue en ce moment une visite délicate en France et en Grande-Bretagne demain. 2 pays engagés militairement en Afghanistan, engagement très critiqué par l'opinion publique pakistanaise. Asif Ali Zardari doit donc composer entre les bonnes relations internationales et la stabilité dans son propre pays. Renaud Bernard. Bernard Kouchner n'a eu qu'à traverser la Seine ce matin du quai d'Orsay à l'hôtel de Crillon pour rencontrer Ali Asif Zardari, chef d'État pakistanais sans pouvoir depuis qu'il a abandonné ses prérogatives à son Premier ministre, mais surtout président d'un allié fragile de l'Occident. Attentats meurtriers, manifestations violentes comme ici contre le projet de loi sur la burqa en France, la pression islamiste est grandissante. Problème, communauté internationale et Pakistan s'opposent sur ce que l'on appelle la polémique afghane. 91 000 documents confidentiels divulgués sur Internet mettent en évidence l'aide du Pakistan aux talibans. Or, Paris a envoyé 3 700 soldats français pour combattre en Afghanistan. Sur cette question, le président pakistanais est pessimiste. La communauté internationale est en train de perdre la guerre contre les talibans. Et puis,
il y a le mystère Karachi. Qui a tué les 11 Français de la direction des constructions navales dans la grande ville du sud du pays en 2002? Et pourquoi? Attentat islamiste ou affaire d'État pour des commissions non versées sur la vente de sous-marins français? Pour Zardari, la réponse est claire et elle prend le contre-pied de l'hypothèse privilégiée par la justice française. Cet attentat n'a rien à voir avec le contrat des sous-marins. Il y a enfin les échanges commerciaux. Paris espère exporter un jour ses compétences nucléaires au Pakistan, mais dans l'immédiat, l'essentiel des échanges entre les deux pays se résume surtout au domaine culturel. Et comme chaque jour, nous avons une pensée pour nos deux confrères, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier, qui, avec leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Cela fait maintenant 217 jours. Il est 20h24 à suivre dans votre journal l'heure de vérité dans le golfe du Mexique. En déversant un mélange de boue et de ciment dans la brèche, BP va conduire dans la soirée son ultime opération de colmatage de la pire marée noire de l'histoire des États-Unis. Un autre milieu marin en danger, surpêche, pollution, bétonnage, menace la Méditerranée et les dizaines de milliers d'espèces qu'elle abrite. Enfin, Harrison Ford, en portier du rêve américain, dans Droit de passage, il incarne un agent des services d'immigration de Los Angeles, condamné à briser les espoirs des migrants. 780 millions de litres de brut et de gaz se sont déversés dans le golfe du Mexique depuis l'explosion de la plateforme le 20 avril dernier. La pire marée noire de l'histoire des États-Unis serait sur le point d'être endiguée après plusieurs tentatives ratées de colmatage. Mais si le pétrole a presque disparu de la surface de l'eau, où est-il? Retour sur une catastrophe écologique majeure avec Laetitia Legendre et Sophie Mézel. Il a l'air d'avoir disparu, pourtant dès que l'on touche le sol, il surgit. Si certaines nappes de pétrole semblent s'être résorbées, les tonnes de brut qui se sont écoulées ces derniers mois laissent encore des traces, bien visibles. Lorsque l'on marche dessus, ça devient humide et des bulles de pétrole remontent du sable. L'une des pires marées noires de ces 40 dernières années. Près de 700 000 tonnes de pétrole se sont ainsi échappées de la plateforme Deepwater. Une catastrophe proche de celle du puits de pétrole Ixtoc Uno, toujours dans le golfe du Mexique. Près d'1 million de tonnes de brut écoulées en juin 79. Un an plus tôt, le supertanker Amoco Cadiz et ses 227 000 tonnes de brut souillent massivement 400 km de côte française. Comme l'Erika, en 99, avec 20 000 tonnes d'un fioul lourd, plus difficile à traiter. L'impact des marées noires tient non seulement à la quantité de pétrole déversé, à sa qualité, raffinée ou non, mais aussi à la proximité des côtes. Alors ça fait plus d'une centaine de jours maintenant que l'on parle de cette marée noire géante dans le golfe du Mexique. Les ingénieurs de BP sont optimistes. Ils croient cette fois-ci avoir trouvé une solution définitive. Bonsoir Perrine Bonnet, vous êtes journaliste au service sciences de la rédaction. Alors que vont-ils faire ? Eh bien Marie, les ingénieurs vont essayer de tuer le puits de pétrole. L'opération s'appelle d'ailleurs Static Kill. Ils vont le tuer en l'étouffant. À partir de cette plateforme de pétrole, ils vont envoyer un mélange de boue et de ciment jusqu'à 1500 mètres de profondeur, là où se trouve la tête de puits. Le mélange va ensuite poursuivre sa route pour atteindre la nappe de pétrole. Dans un deuxième temps, si tout va bien, à partir de ces 2 autres plateformes, on va injecter la même boue pour finir de combler le puits. Alors ça paraît très simple en théorie, en pratique c'est très compliqué, ça devrait prendre une dizaine de jours. Alors pourquoi ces opérations ont-elles été si compliquées? Alors c'est long pour 2 raisons. D'abord parce que la fuite que l'on voit ici s'est produite par 4000 mètres de profondeur, là où la pression est très forte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la première tentative de colmatage en mai dernier a échoué. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement qu'on ne sait pas faire. Les ingénieurs de BP sont confrontés pour la première fois à une fuite d'une telle ampleur et à chaque tentative, ils apprennent en faisant. Merci Perrine Bonnet pour ces précisions. La Méditerranée en danger. Un recensement international révèle la fragilité d'un milieu qui abrite 17 000 espèces. Surpêche, pollution, bétonnage du littoral. Les activités de l'homme ont des conséquences néfastes sur la vie sous-marine. Reportage Nathalie Jourdan, Virgile Liado. C'est une maison bleue pour des milliers d'espèces. Gorgones, poissons, étoiles de mer, la Méditerranée en foisonne. Mais ceux qui vivent là ont parfois des voisins qui bouleversent l'écosystème, comme la Colerpa taxifolia, une algue envahissante qui perturbe la chaîne alimentaire. Depuis quelques années, on croise aussi des poissons venus d'ailleurs, paroles de pêcheurs. Beaucoup d'espèces qui sont venues des pays chauds. Le barracuda, le dorade coryphène, il y a beaucoup de poissons, de sortes de poissons qui ont changé, quoi.
Mais il n'y a plus le poisson comme on avait avant, quoi, de Méditerranée, la dorade, tout ça, quoi. La méduse, elle, se porte à merveille parce que ses prédateurs sont pêchés en trop grand nombre. L'intervention de l'homme est l'une des principales menaces de l'équilibre marin. Au fond, il laisse sa trace. Une pollution réversible, l'impact qui inquiète davantage les scientifiques, c'est celui du béton. Le grignotage sur la mer a des conséquences désastreuses, d'autant que c'est près du littoral que se concentrent 80% des espèces recensées en Méditerranée. Les petits fonds qui ont été ainsi recouverts à jamais, l'aéroport c'est 300 hectares presque, toutes les espèces qui y vivaient ont disparu totalement. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas plus profond parce qu'il n'y a pas de lumière, ce ne sont plus les mêmes conditions, plus le même milieu. Des disparitions inquiétantes, mais très localisées. La Méditerranée reste l'une des mers les plus riches en espèces. Quand on a l'occasion de plonger dans une réserve, donc dans une zone qui est protégée de la pêche, protégée du mouillage des bateaux, protégée de la circulation un petit peu, c'est des zones qui sont beaucoup plus riches, qui sont beaucoup plus poissonneuses. Multiplier les sanctuaires, c'est ce que les scientifiques appellent de leur vœu. Pour que la Méditerranée reste une terre d'accueil, l'homme doit parfois y être interdit de séjour. Cinéma, c'est sous forme de destin croisé que le réalisateur Wayne Kramer a choisi de traiter la question de l'immigration aux États-Unis. Dans Droit de passage, en salle de bain, Harrison Ford campe un policier condamné à briser le rêve américain des clandestins. Pascal Deschamps. C'est fou comme quand on dit que personne ne bouge au cinéma, tout le monde se met à bouger. Il faut dire que lorsque la police de l'immigration américaine débarque dans cet atelier clandestin, l'enjeu est tragique pour ces travailleurs illégaux, condamnés dès lors à l'expulsion. Qu'est-ce que t'attends, Brogan? Une demande en mariage? Je joue un policier qui finit par avoir des doutes sur ce qu'il fait. Il se montre moins strict, ce qui le met en conflit avec les agents plus jeunes. Droit de passage est un film choral, comme on dit, qui sur les traces d'Harrison Ford, le policier, suit le destin de cet immigrant. Venus du Bangladesh, d'Australie, d'Iran, de Corée, du Nigeria, d'Angleterre ou du Mexique, leur rêve, obtenir le sésame, la précieuse carte verte qui permet de sortir de la clandestinité. J'espère que les spectateurs sortiront du cinéma en se disant que l'immigration est un problème émotionnel et humain avant d'être un problème bureaucratique. Agent fédéral, ouvrez la porte! Vous voulez expulser une gamine de 15 ans qui a débarqué dans ce pays quand elle en avait 3? Le problème des immigrants, le réalisateur d'origine sud-africaine et lui-même naturalisé, le connaît bien. Les États-Unis font en permanence une énorme publicité en direction du reste du monde pour dire « ce pays est génial, les gens y sont libres et y mènent une vie formidable ». Et quand les autres débarquent en disant « on veut vivre ici », la porte est fermée. Entre utopie et réalité, un film qui montre que si le rêve américain est toujours aussi présent, le prix humain à payer, lui, est de plus en plus lourd. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 20h35, votre film Pure Weekend avec Cadmerade. Demain, c'est Sophie Le Saint que vous retrouverez à 13h pour l'information. Je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez. En tout cas, ce sera avec plaisir à 20h. Merci de votre attention. Bonne soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.